Lecture audio du conte La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Première histoire, qui traite du miroir et de ses morceaux. Voilà, nous commençons. Nous en saurons plus que nous en savons maintenant. Car c'était un méchant troll, c'était un des pires, c'était le diable. Un jour, il était de très mauvaise humeur parce qu'il avait fabriqué un miroir, et ce miroir avait cette propriété que tout le bon et le beau qui s'y réfléchissait s'y réduisait à presque rien. Mais tout ce qui ne valait rien et avait vilain aspect y ressortait et devenait encore plus vilain. Les plus charmants paysages y avaient l'air d'épinards cuits, et les meilleurs gens devenaient repoussants ou se tenaient la tête en bas sans ventre. Les visages étaient dénaturés au point de n'être plus reconnaissables, et si l'on avait une tache de rousseur, on pouvait être sûr que le nez et la bouche en étaient couverts. C'était tout à fait amusant, disait le diable. Et si quelqu'un était saisi d'une bonne et pieuse pensée, on voyait dans le miroir une grimace qui faisait rire le diable troll de son ingénieuse invention. Tous ceux qui allaient à l'école des trolls, car il avait une école de trolls, racontaient partout qu'un miracle s'était produit. On allait enfin voir, disait-il, la véritable figure du monde et des gens. Il courait de tous côtés avec le miroir, et il n'y eut finalement pas un homme ni un pays qui n'eût été informé. Ils voulurent alors voler aussi vers le ciel même, pour se moquer des anges et de notre Seigneur. Plus ils s'élevèrent haut avec le miroir, plus celui-ci grimaça. Ils avaient peine à le tenir. Ils volèrent de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges. Alors le miroir gigota si effroyablement avec ses grimaces qu'il leur échappa des mains et vint s'écraser à terre, où il se brisa en centaines de millions ou en milliards de morceaux et davantage, et ainsi fit beaucoup plus de mal que précédemment. Car plusieurs de ces morceaux n'étaient guère plus gros que des grains de sable, et volèrent partout dans le monde. Et lorsqu'ils entraient dans les yeux des gens, ils y restaient, et alors on voyait tout défiguré. Ou bien en toute chose on ne voyait que ce qui était mal, chaque poussière de miroir ayant conservé la propriété qu'avait le miroir entier. Quelques personnes eurent même un petit fragment du miroir qui vint se loger dans leur cœur, et alors ce fut affreux, leur cœur fut comme un bloc de glace. Quelques morceaux de miroir furent assez grands pour servir de vitres, mais à travers ces vitres-là, il n'était pas bon de voir ses amis. D'autres morceaux furent employés pour des lunettes, et tout allait mal, quand des gens prenaient ces lunettes pour bien voir et se montrer équitables. Le malin riait à s'en faire éclater le ventre, ce qui le chatouillait très agréablement. Et dans l'air volaient encore de petits atomes de verre. Écoutez maintenant. Seconde histoire. Un petit garçon et une petite fille. Dans la grande ville où il y a tant de maisons et tant de gens que la place n'est pas suffisante pour que tout le monde puisse avoir un petit jardin, et où, par suite, la plupart des gens doivent se contenter de fleurs en pot, deux pauvres enfants avaient tout de même un jardin un peu plus grand qu'un pot de fleurs. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autrement que s'ils l'avaient été. Les familles habitaient juste en face l'une de l'autre. Elles habitaient deux mansardes. À l'endroit où le toit de l'une des maisons voisines était tout près du toit de l'autre, et où les gouttières couraient le long des avant-toits, une petite fenêtre s'ouvrait dans chacune des maisons. Il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'une fenêtre à l'autre. Chacune des deux familles avait devant sa fenêtre une grande caisse de bois où poussaient des herbes potagères qui servaient à la cuisine, et un petit rosier. Il y avait un rosier dans chaque caisse, et il poussait à ravir. Puis les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières, en sorte qu'elles allaient presque d'une fenêtre à l'autre, et qu'elles avaient l'air de deux champs de fleurs. Les tiges des pois retombaient sur les caisses, et les rosiers lançaient de longues branches, encadraient les fenêtres, se penchaient l'un vers l'autre. C'était presque un arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient très haut situées, les enfants savaient qu'ils ne devaient pas y grimper, mais on leur permettait parfois d'y monter et de s'y rejoindre pour s'asseoir sur leurs petits bancs sous les roses. C'était délicieux de jouer là. Ce plaisir n'existait plus l'hiver. Les fenêtres étaient souvent tout à fait givrées. Ils chauffaient alors les pièces de cuivre sur le poêle, posaient les pièces chaudes sur le carreau glacé, et cela faisait un excellent trou d'observation, tout rond, tout rond. Derrière épiait un œil affectueux, un à chaque fenêtre,
Le petit garçon et la petite fille étaient là. Ils s'appelaient Kay et Helgerda. L'été, ils pouvaient se rejoindre d'un bond. L'hiver, il fallait descendre beaucoup d'étages et en monter autant. Dehors, la neige voltigeait. Ce sont les abeilles blanches qui s'agitent, disait la vieille grand-mère. Ont-elles aussi une reine demanda le petit garçon, car il savait qu'il y en a une chez les vraies abeilles. Il y en a une, dit la grand-mère. Elle vole au milieu du groupe le plus dense. C'est la plus grande de toutes, et jamais elle ne reste sur la terre, tout de suite elle repart dans l'épais nuage. Souvent, par les nuits d'hiver, elle court les rues de la ville et regarde dans les chambres en s'approchant des fenêtres, qui gèlent alors étrangement et se couvrent comme des fleurs. Oui, je l'ai vue, dirent les deux enfants, qui surent ainsi que c'était vrai. Est-ce que la reine des neiges peut venir ici demanda la petite fille. Elle n'a qu'à venir, dit le garçon. Je la mettrai sur le poêle chaud et elle fondra. La grand-mère lui caressa les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir, lorsque le petit Kay fut à demi déshabillé, il grimpa sur la chaise près de la fenêtre et guigna par le petit trou. Quelques flocons de neige tombaient dehors, et l'un d'eux, le plus gros de tous, resta au bord de l'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu, il finit par devenir une femme vêtue du plus délicieux voile blanc, qui était fait comme de millions de flocons d'étoiles. Elle était belle et charmante, mais de glace, brillante, aveuglante, et pourtant elle vivait. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais étaient sans calme ni repos. Elle fit un signe de tête vers la fenêtre et leva la main. Le petit garçon fut effrayé et sauta de la chaise, et alors il sembla qu'un grand oiseau passait devant la fenêtre. Le lendemain, on eut un grand froid sec. Puis vint le dégel, puis vint le printemps. Le soleil brillait, des bourgeons se montraient, les hirondelles construisaient leurs nids. Les fenêtres s'ouvraient, et les deux enfants furent de nouveau assis dans leur petit jardin, là-haut sur la gouttière, au-dessus de tous les étages. Les roses fleurirent magnifiquement cette année-là. La fillette avait appris un psaume où il était question de roses, et c'était aux siennes qu'elle pensait. Elle chanta le psaume au petit garçon, et ils chantèrent ensemble. Dans les vallées poussent les roses, l'enfant Jésus y vient et cause. Et les enfants se tenaient par la main, baisaient les roses, regardaient la pure lumière du soleil de Dieu, et lui parlaient comme si l'enfant Jésus eût été là. Quelle charmante journée d'été! Comme c'était délicieux d'être dehors auprès des beaux rosiers qui semblaient ne pas vouloir cesser de donner des fleurs. Kay et Gerda étaient assis et regardaient un album d'animaux et d'oiseaux, lorsque l'horloge sonnait exactement 5 heures à la grande tour de l'église, lorsque Kay dit « Ah, ça m'a piqué au cœur, et j'ai quelque chose dans l'œil !» La fillette le prit par le cou, il clignota. Non, il n'y avait rien à voir. Je crois que c'est parti, dit-il. Mais ce n'était pas parti. C'était justement une de ces poussières de verre éclatées du miroir. Nous nous le rappelons bien. Le miroir de Troll, la vilaine glace qui rendait petit et laid tout ce qui s'y réfléchissait de beau et de bon, tandis que tout ce qui était bas et vil, tout défaut quelconque y ressortait tout de suite. Le pauvre Kay avait aussi reçu un grain jusque dans le cœur, et son cœur allait bientôt devenir comme un bloc de glace. Il ne ressentait plus aucun mal, mais le ver était là. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Tu es laide comme ça. Pfff !» Et il cria soudain. « Cette rose est mangée par un ver, et regarde comme celle-là pousse de travers. Ce sont de sales roses, en somme. Elles ressemblent aux caisses où elles sont. » Et il donna un coup de pied dans la caisse et arracha les 2 roses. « Qu'est-ce que tu fais » cria la fillette. En la voyant épouvantée, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant la gentille petite Gerda. Lorsqu'elle vint ensuite avec le livre d'images, il lui dit que c'était bon pour les bébés. Et si la grand-mère racontait des histoires, il trouvait toujours à y redire. Même quand il pouvait s'arranger pour cela, il marchait derrière elle et parlait comme elle. C'était tout à fait ça, et les gens riaient. Il sut bientôt suivre et imiter tout le monde dans la rue. Tout ce qui était singulier et peu plaisant chez les gens, Kay savait l'imiter, et l'on disait « Il est intelligent, ce garçon-là !» Mais c'était le ver entré dans son œil, et le ver qu'il avait dans le cœur qui produisait cet effet,
et il taquina même la petite Gerda, qui l'aimait de toute son âme. Ces jeux devinrent tout autres qu'auparavant. Ils furent sérieux. Un jour d'hiver, comme il neigeait fort, il sortit une grande loupe, tendit un coin de sa veste bleue pour y faire tomber quelques flocons. Regarde dans le verre, Gerda, dit-il, et chaque flocon devint beaucoup plus gros, et eut l'air d'une fleur magnifique ou d'une étoile à 10 côtés. C'était superbe. Vois-tu comme c'est curieux? C'est bien plus intéressant que les vraies fleurs. Il n'y a pas là le moindre défaut. Les flocons sont parfaits, tant qu'ils ne fondent pas. Un peu après, Kay arriva les mains dans de gros gants et portant son traîneau sur le dos. Il dit à Gerda, en lui criant dans les oreilles: On m'a permis d'aller sur la grande place où les autres jouent. Et il partit. Souvent sur la place, les garçons les plus hardis arrachaient solidement leur traîneau à la voiture d'un paysan et le suivaient ainsi un bon bout de chemin. C'était amusant. Comme le jeu allait bon train, arriva un grand traîneau. Il était entièrement blanc et une personne enveloppée dans une fourrure blanche, coiffée d'un bonnet de fourrure blanc, y était assise. Elle fit 2 fois le tour de la place et Kay accrocha prestement son petit traîneau à la grande voiture et les voilà glissant de conserve. La course fut de plus en plus rapide et mena dans la rue voisine. La personne qui conduisait tourna la tête, fit à Kay un signe de tête amical. On aurait dit qu'ils se connaissaient. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne lui faisait signe de nouveau, et Kay restait assis. Ils franchirent la porte de la ville. La neige se mit alors à tomber si drue que le petit garçon ne pouvait voir sa main devant lui. Et il lâcha vite la corde pour se détacher du grand traîneau, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était bien accroché et l'on courait comme le vent. Il cria très fort, mais personne ne l'entendit, et la neige cinglait et le traîneau filait. Parfois un soubresaut se produisait, la route semblait pleine de fossés et de bosses. Kay était épouvanté. Il voulut dire son Notre Père, mais il ne put se rappeler que la grande table de multiplication. Les flocons grossirent de plus en plus, ils finirent par être comme de grandes poules blanches. Soudain elles firent un écart, le grand traîneau s'arrêta, et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet de fourrure n'étaient que de la neige. C'était une dame, grande, svelte, d'une blancheur éclatante, c'était la reine des neiges. « Nous avons fait un bon bout de chemin, dit-elle, mais tu as froid? Viens te fourrer dans ma peau d'ours. » Et elle le prit dans son traîneau, étendit sur lui sa fourrure, et Kay crut disparaître dans un amas de neige. « As-tu encore froid? » demanda-t-elle, et elle lui baisa le front. Aïe, c'était plus froid que la glace, et il en fut pénétré jusqu'à son cœur, qui pourtant était déjà presque un bloc de glace. Il lui sembla qu'il allait mourir, mais cela ne dura qu'un instant, puis il en éprouva du bien. Il ne ressentit plus la froidure qui l'entourait. « Mon traîneau, n'oublie pas mon traîneau !» C'est à quoi il pensa tout d'abord, et le traîneau fut attaché à l'une des poules blanches qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La reine des neiges baisa Kay encore une fois, et alors il oublia la petite Gerda et sa grand-mère et tout le monde de chez lui. « Tu n'auras pas d'autre baiser, dit-elle, car un de plus te tuerait. » Il la regarda, elle était belle, il ne pouvait imaginer un visage plus rayonnant d'intelligence et de charme. Elle n'avait plus l'air de glace, comme lorsqu'elle avait été à sa fenêtre et lui avait fait signe. À ses yeux, elle était parfaite. Il ne sentait aucune crainte. Il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec les fractions, qu'il connaissait la surface des pays et le nombre des habitants, et elle souriait tout le temps. Et il parut à Kay que tout ce qu'il savait n'était tout de même pas suffisant, et il regarda en l'air dans le vaste espace, et elle s'envola avec lui, s'envola haut jusque sur le nuage noir, et l'orage gronda et mugit, on aurait dit qu'il chantait de vieilles chansons. Ils volèrent au-dessus de forêts et de lacs, de mers et de pays. Au-dessous d'eux, le vent froid sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corneilles noires croassaient. Mais tout en haut brillait la lune grande et claire, et Kay la contempla toute cette longue nuit d'hiver. Le jour venu, il dormait aux pieds de la Reine des Neiges. Troisième histoire. Le jardin fleuri de la femme qui s'entendait à la magie. Mais où est la petite Gerda, maintenant que Kay ne reparaît plus? Où donc était-il? Personne n'en savait rien, personne ne pouvait donner de ses nouvelles.
Les garçons racontaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son petit traîneau à un autre, grand et magnifique, qui s'était engagé dans la rue et qui était sorti de la ville. Personne ne savait où il était. On versa beaucoup de larmes. La petite Gerda pleura longtemps. Puis on lui dit qu'il était mort, qu'il s'était noyé dans la rivière qui coule tout près de la ville. Oh, combien les jours d'hiver furent longs et sombres! Enfin vint le printemps avec un soleil plus chaud. Kay est mort et disparu, dit la petite Gerda. Je ne le crois pas, dit le soleil. Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles. Je ne le crois pas, répondirent-elles, et la petite Gerda finit par ne plus le croire non plus. Je vais mettre mes souliers rouges neufs, dit-elle un matin, ceux que Kay n'a jamais vus, et puis j'irai à la rivière et je l'interrogerai. Il était de très bonne heure. Elle embrassa la vieille grand-mère qui dormait, mit les souliers rouges, et sortit de la ville toute seule et parvint à la rivière. Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges, si tu veux me le rendre. Et les vagues, lui sembla-t-il, lui firent étrangement signe. Elle prit alors ses souliers rouges, ce qu'elle possédait de plus cher, et les jeta tous deux dans la rivière. Mais ils tombèrent près du bord, et les petites vagues les ramenèrent aussitôt vers elle à terre. On aurait dit que la rivière, n'ayant pas le petit quai, ne voulait pas prendre ce que Gerda possédait de plus cher. Mais Gerda crut qu'elle n'avait pas jeté les souliers assez loin, et alors elle monta dans une barque qui était au milieu des roseaux, elle alla jusqu'au bout de la barque et lança les souliers. Or la barque n'était pas solidement attachée. Le mouvement que lui avait imprimé Gerda l'éloigna de la rive. La petite s'en aperçut et se dépêcha de revenir. Mais elle n'avait pas atteint l'avant que déjà la barque était à une aune de la terre et glissa ensuite encore plus vite. La petite Gerda fut très effrayée et se mit à pleurer, mais personne ne l'entendit, que les moineaux, et ils ne pouvaient pas la ramener à terre. Ils volèrent seulement le long de la rive et chantèrent, comme pour la consoler. Nous voici, nous voici. La barque suivit le courant. La petite Gerda resta immobile avec ses pieds déchaussés. Les petits souliers rouges flottaient derrière, mais ne pouvaient atteindre la barque qui allait plus vite. C'était joli sur les deux rives. On voyait de belles fleurs, de vieux arbres et des coteaux avec des moutons et des vaches, mais pas un être humain. Peut-être la rivière me conduit-elle vers le petit quai, se dit Gerda, ce qui la mit de meilleure humeur. Elle se leva et regarda pendant des heures les charmantes rives vertes. Elle parvint ainsi à un grand verger de cerisiers, où il y avait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume. Et devant la maison, deux soldats de bois présentaient les armes à ceux qui passaient en bateau. Gerda les appela. Elle croyait qu'ils étaient vivants, mais naturellement ils ne répondirent pas. Elle arriva tout près d'eux. La rivière poussait la barque tout droit vers la terre. Gerda cria encore plus fort, et de la maison sortit une vieille femme sur un bâton à crochet. Elle portait un grand chapeau de soleil où des fleurs ravissantes étaient peintes. Pauvre petit enfant, dit la vieille dame, comment es-tu venu dans cette grande rivière à courant si fort? Et as-tu fait un long chemin dans le vaste monde? Et la vieille femme entra dans l'eau, accrocha son bateau au bateau, qu'elle tira et prit Gerda qu'elle mit à terre. Gerda était heureuse de retrouver le sol, mais elle avait un peu peur de la vieille femme inconnue. Celle-ci lui dit « Viens me raconter qui tu es et comment tu es venue ici. » Et Gerda raconta tout, et la vieille branlait la tête et disait « Et lorsque Gerda eut tout dit et eut demandé si la vieille n'avait pas vu le petit quai, la femme dit qu'il n'était pas passé devant chez elle, mais qu'il viendrait bien, que Gerda ne devait pas se chagriner, mais goûter à ses cerises et regarder ses fleurs qui étaient encore plus belles que tous les livres d'images, et savaient chacune raconter une histoire. Et elle prit Gerda par la main, elles entrèrent toutes deux dans la petite maison, et la vieille femme ferma la porte. Les fenêtres étaient situées haut, et les carreaux étaient rouges, bleus et jaunes. La lumière du jour était singulière à l'intérieur avec ses couleurs. Mais il y avait sur la table de délicieuses cerises, et Gerda en mangea autant qu'elle voulut, car pour cela elle avait du courage. Et pendant qu'elle mangeait, la vieille dame lui peignait les cheveux avec un peigne d'or, et les cheveux blonds ravissants bouclaient et brillaient autour du petit visage aimable, qui était rond et ressemblait à une rose. J'ai toujours eu envie d'avoir une gentille petite fille comme toi, dit la vieille. Tu vas voir comme nous nous tirerons bien d'affaire.
Et à mesure qu'elle peignait les cheveux de la petite Gerda, la fillette oubliait de plus en plus Kay, son camarade de jeu. Car la vieille femme s'entendait à la magie, mais elle n'était pas méchante. Elle ne faisait un peu de magie que pour son propre plaisir, et pour le moment elle désirait garder la petite Gerda. C'est pourquoi elle sortit dans le jardin et tendit son bâton à crochet vers tous les rosiers. Ils avaient beau être en fleurs, ils s'enfoncèrent tous dans la terre noire, et l'on ne put plus voir où ils avaient poussé. La vieille craignait que si Gerda voyait les roses, elle vînt à penser aux siennes, à se rappeler le petit quai, et à déguerpir. Elle conduisit ensuite Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum et quelle splendeur! Toutes les fleurs et de toutes les saisons étaient là en pleine floraison. Aucun livre d'images ne pouvait être plus beau et plus varié. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors elle eut un lit excellent avec des couvertures de soie rouge, bourrées de violettes bleues, et elle dormit et rêva aussi délicieusement qu'une reine le jour de ses noces. Le lendemain, elle put de nouveau jouer avec les fleurs au soleil. Ainsi passèrent bien des jours. Gerda connaissait chaque fleur, et, si nombreuses qu'elles fussent, il lui semblait qu'il en manquait une, mais elle ne savait pas laquelle. Comme elle était assise un jour, et regarde le chapeau de soleil de la vieille femme avec ses fleurs peintes, elle voit que la plus belle est justement une rose. La vieille avait oublié de l'enlever du chapeau lorsqu'elle avait fait disparaître les autres dans la terre. C'est comme ça, on ne pense pas à tout. Comment, dit Gerda, il n'y a pas ici de rose. Et elle courut dans les corbeilles, chercha et chercha, mais n'en trouva pas. Elle s'assit par terre et pleura. Mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à l'endroit où un rosier s'était enfoncé sous terre, et du sol arrosé de larmes surgit soudain l'arbuste, aussi fleuri que lorsqu'il s'était enfoncé. Et Gerda l'entoura de ses bras, baisa les roses, et pensa aux charmantes roses de chez elle, et en même temps au petit quai. Oh, que de temps j'ai perdu, dit la fillette. Je devais retrouver Kay. Savez-vous où il est demanda-t-elle aux roses. Croyez-vous qu'il soit mort? Il n'est pas mort, dirent les roses. Nous avons été sous la terre, où sont tous les morts, et Kay n'y était pas. Merci, dit la petite Gerda. Et elle alla aux autres fleurs et regarda dans leur calice, et demanda. Ne savez-vous pas où est Kay? Mais chaque fleur, tournée vers le soleil, rêvait de son propre conte ou de sa propre histoire. La petite Gerda en entendit de ces histoires un grand nombre, mais aucune fleur ne savait rien sur Kay. Et que disait le lys rouge? Entends-tu le tambour? Boum, boum! Il n'y a que deux notes, toujours boum, boum! Écoute le chant de deuil des femmes, écoute l'appel des prêtres. Dans sa longue robe rouge, la femme de l'hindou est debout sur le bûcher. Les flammes montent autour d'elle et de son mari mort. Mais la femme de l'hindou pense à l'homme qui est vivant dans la foule qui l'entoure, et dont les yeux brûlent plus ardents que les flammes. La femme est atteinte en son cœur par le feu des yeux de cet homme, plus que par les flammes qui vont bientôt réduire son corps en cendres. La flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher? Je ne comprends rien du tout, dit la petite Gerda. C'est mon conte, dit le lys rouge. Que dit le liseron? Au-dessus de l'étroit sentier de montagne se dresse un antique manoir. Le lierre épais grimpe au long des vieux murs rouges, feuille contre feuille, jusqu'au balcon où se tient une charmante fille. Elle se penche sur la balustrade et regarde le chemin. Aucune rose sur la branche n'est plus fraîche, aucune fleur de pommier qu'emporte le vent n'est plus légère. Elle s'agite, et sa magnifique robe de soie froufroute. Mais ne va-t-il pas venir? Est-ce Kay que tu veux dire? Demanda la petite Gerda. Je ne parle que de mon conte, de mon rêve, dit le liseron. Que dit le petit personnage? Dans les arbres est suspendue par des cordes une planche, c'est une balançoire. Deux gentilles petites filles avec deux robes blanches comme neige et de longs rubans de soie verte qui voltigent derrière leur chapeau sont assises et se balancent. Le frère qui est plus grand qu'elle est debout sur la planche. Il a le bras passé autour de la corde pour se tenir, car il a dans une main une petite coupe, dans l'autre un tuyau de pipe, et il souffle des bulles de savon. La balançoire marche et les bulles volent avec de jolies couleurs irisées. La dernière est encore au bout du tuyau et s'incline sous le vent. La balançoire marche. Le petit chien noir, léger comme les bulles, se dresse sur ses pattes de derrière et veut monter sur la balançoire.
Elle vole, il tombe, il aboie et se fâche. On en rit, les bulles éclatent. Une planche qui vole, une écume qui se brise, voilà ma chanson. Il se peut que ce soit joli, ce que tu racontes là. Mais tu le dis d'un ton triste et tu ne nommes pas Kay. Que disent les hyacinthes? Il y avait 3 charmantes sœurs, toutes menues et diaphanes. L'une avait une robe rouge, la seconde bleue et la troisième blanche. La main dans la main, elles dansèrent près du lac paisible au clair de lune. Elles n'étaient pas des elfes, elles étaient filles d'hommes. L'air embaumait, et les sœurs disparurent dans la forêt. L'air sentit plus fort. 3 cercueils, où gisaient les charmantes filles, sortirent du fourré et glissèrent sur le lac. Des vers luisants volaient tout autour comme de petites lumières flottantes. Les danseuses dorment-elles ou sont-elles mortes? Le parfum des fleurs dit qu'elles ont vécu. La cloche du soir sonne pour les mortes. Tu me désoles, dit la petite Gerda. Tu sens bien fort. Tu me fais penser aux filles mortes. Le petit Kay est-il vraiment mort? Les roses ont été sous la terre et elles disent que non. Ding, dong, sonnèrent les cloches de Hyacinthe. Nous ne sonnons pas pour le petit Kay, nous ne le connaissons pas. Nous ne chantons que notre chanson, la seule que nous sachions. Et Gerda se tourna vers la renoncule jaune qui brillait au milieu de ses feuilles vertes luisantes. Tu es un petit soleil lumineux, dit Gerda. Dis-moi si tu sais où je peux trouver mon camarade de jeu. Et la renoncule fut rayonnante et regarda Gerda. Quelle chanson pouvait bien chanter le renoncule? Il n'y était pas non plus question de Kay. Dans une petite maison, le soleil de notre Seigneur luisait chaud le premier jour de printemps. Ses rayons touchaient le bas du mur blanc du voisin. Tout près brillaient les premières fleurs jaunes. Or lumineuse aux chauds rayons du soleil. La vieille grand-mère était assise dehors sur sa chaise. Sa petite fille, la pauvre et jolie servante, rentra d'une courte visite. Elle embrassa la grand-mère. Il y avait de l'or du cœur, dans ce baiser béni. Or sur les lèvres, or au fond de l'être, or dans l'heure d'aube. Voilà ma petite histoire, dit la renoncule. Ma pauvre vieille grand-mère, soupira Gerda. Oui, elle me regrette sûrement. Elle s'inquiète de moi, comme elle s'est inquiétée du petit Kay. Mais je rentrerai bientôt, et je ramènerai Kay. Il est inutile que j'interroge les fleurs. Elles ne savent que leurs propres chansons. Elles ne me renseignent pas. Et elle retroussa sa petite robe afin de pouvoir courir plus vite. Mais le narcisse lui donna un coup sur la jambe comme elle sautait par-dessus. Elle s'arrêta, regarda la haute fleur jaune et demanda: sais-tu quelque chose, peut-être? Elle se pencha sur le narcisse. Et que dit-il? Je peux me voir moi-même, dit le narcisse. Oh, oh, comme je sens bon! Là-haut, dans la petite mansarde, à demi habillée, se tient une petite danseuse. Elle est tantôt sur une jambe, tantôt sur deux. Elle est pure fantasmagorie. De son pied, elle envoie promener tout le monde. Elle verse de l'eau de la théière sur une pièce d'étoffe. C'est son corset. La propreté, c'est une qualité. La robe blanche est accrochée à la patère. Elle aussi a été lavée au thé, puis séchée sur le toit. La danseuse met la robe et autour de son cou le fichu jaune safran qui fait ressortir la blancheur de la robe. La jambe en l'air. La voilà dressée sur une seule tige. Je peux me voir moi-même. Tout ça m'est bien égal, dit Gerda. Ce n'est rien pour moi. Et elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle tortilla le crampon rouillé qui céda, et la porte s'ouvrit, et la petite Gerda, sur ses pieds déchaussés, s'élança dans le vaste monde. Elle se retourna 3 fois, mais personne ne la suivait. Bientôt elle ne put plus courir, et s'assit sur une grosse pierre. Elle regarda autour d'elle, et vit que l'été était passé. On était dans l'automne avancé. Elle n'avait pu s'en rendre compte là-bas dans le beau jardin où il y avait toujours du soleil et les fleurs de toutes les saisons. Mon Dieu, que de temps j'ai perdu, se dit la petite Gerda. Voilà l'automne, je n'ose pas me reposer. Et elle se leva pour partir. Oh, comme ses petits pieds furent meurtris, et lasses, et comme tout alentour avait l'air froid et ingrat. Les saules étaient tout jaunes, et le brouillard en tombait goutte à goutte. Les feuilles se détachaient l'une après l'autre. Seul le prunelier avait des fruits, âpres à vous faire serrer les dents. Oh, comme le vaste monde était gris et rude!
Quatrième histoire. Prince et princesse. Gerda dut se reposer de nouveau, et sur la neige devant elle, une grande corneille sauta. L'oiseau resta longtemps, la regarda, tournant la tête, puis dit Cra, cra. Bonjour, ça va? La corneille ne pouvait dire mieux, mais elle était très bien disposée à l'égard de la petite fille et lui demanda où elle allait ainsi toute seule dans le vaste monde. Gerda comprit fort bien le mot, seule, et sentit tout ce qu'il renfermait. Elle raconta toute sa vie à la corneille et lui demanda si elle n'avait pas vu Kay. Et la corneille hocha la tête d'un air réfléchi et dit Ça se peut, ça se peut. Vraiment, tu crois dit la petite fille. Elle aurait presque étouffé la corneille, tant elle l'embrassa. Doucement, doucement, dit la corneille. Je crois que ça peut être le petit Kay, mais il t'a sûrement oublié pour la princesse. Il habite chez une princesse demanda Gerda. Oui, écoute, dit la corneille, mais j'ai bien du mal à parler ta langue. Si tu me comprends quand je parle corneille, je raconterai beaucoup mieux. Non, je ne l'ai pas appris, dit Gerda. Ma grand-mère le savait et elle savait aussi le javanais. Ça ne fait rien, dit la corneille. Je raconterai de mon mieux, tant pis si c'est mal dit. Et elle raconta ce qu'elle savait. Dans le royaume où nous sommes habite une princesse dont l'intelligence est prodigieuse. Il est vrai qu'elle a lu tous les journaux qui existent dans le monde et qu'elle les a oubliés, tellement elle est intelligente. Il y a quelque temps, elle était assise sur le trône, ce qui n'est pas amusant, dit-on. Quand elle s'est mise à fredonner une chanson, c'était « Pourquoi ne me marierais-je pas ?» Tiens, c'est une idée, dit-elle, et elle a voulu se marier. Mais elle voulait avoir un homme qui sût répondre quand on lui parlait, un homme qui ne se contentait pas d'avoir l'air distingué, car c'est trop ennuyeux. Elle convoqua donc toutes les dames de la cour, et lorsqu'elles eurent entendu ce qu'elle voulait, elles furent enchantées. Voilà qui me plaît, dirent-elles. J'y avais déjà pensé. C'est vrai d'un bout à l'autre, tu sais ce que je raconte, dit la corneille. J'ai une fiancée apprivoisée qui circule librement dans le château. C'est elle qui m'a tout raconté. Sa fiancée était naturellement aussi une corneille, car la corneille cherche son pareil. Les journaux parurent tout de suite avec une bordure de cœur et le chiffre de la princesse. On pouvait y lire que tout jeune homme de bonne tournure pouvait se présenter au château et parler à la princesse, et que celui qui parlerait de sorte que l'on pût entendre qu'il était là bien à sa place, et qu'il parlerait le mieux, la princesse le prendrait pour époux. Ah, dit la corneille, tu peux m'en croire, c'est aussi vrai que je suis ici. Les gens accoururent, il y eut foule et grande hâte, mais sans succès le premier jour ni le second. Tous ces gens savaient bien parler quand ils étaient dehors dans la rue, mais lorsqu'ils franchissaient la porte du château et voyaient la garde en uniforme argenté, et sur les marches des laquais dorés et les grandes salles resplendissantes de lumière, ils étaient décontenancés. Et lorsqu'ils étaient devant le trône où la princesse était assise, ils ne savaient plus rien dire que le dernier mot qu'elle avait prononcé, et qu'elle ne se souciait pas d'entendre de nouveau. C'était comme si les gens avaient avalé du tabac à priser qui les aurait hébétés. Jusqu'au moment où, revenus dans la rue, ils pouvaient de nouveau parler. Ils formaient une queue depuis la porte de la ville jusqu'au château. J'ai même été les voir, dit la corneille. Ils finissaient par avoir faim et soif, mais ils n'ont rien reçu au château, pas même un verre d'eau tiède. Quelques-uns des plus malins avaient bien emporté des tartines, mais ils ne les partageaient pas avec leurs voisins, car ils se disaient « Si mon voisin a l'air d'avoir faim, la princesse ne le prendra pas. » Mais Kay, le petit Kay demanda Gerda. Quand est-il venu? Était-il parmi cette foule? Patience, patience, nous arrivons à lui maintenant. C'était le troisième jour. Il arriva un petit personnage sans cheval ni voiture, qui monta d'un pas décidé tout droit au château. Ses cheveux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais des vêtements pauvres. C'est Kay, dit Gerda ravie. Oui, je l'ai donc trouvé. Et elle battit des mains. Il portait un petit havre-sac sur le dos, dit la corneille. Non, c'était sûrement son traîneau, dit Gerda, car il est parti avec le traîneau. C'est bien possible, dit la corneille. Je n'y ai pas regardé de si près. Mais je sais par ma fiancée apprivoisée que, lorsqu'il est entré dans le château et a vu la garde en uniforme argenté et sur les marches des laquais dorés, il n'a pas été intimidé du tout. Il leur a fait un signe de tête et a dit « Ça doit être ennuyeux de rester sur les marches. J'aime mieux entrer. » Les salles étaient brillantes de lumière. Des excellences et des conseillers secrets marchaient pieds nus et portaient des plats d'or.
Il y avait de quoi vous impressionner. Il avait des souliers qui craquaient très fort, mais quand même il marchait sans crainte. C'est sûrement Kay, dit Gerda. Je sais qu'il avait des souliers neufs. Je les ai entendus craquer dans la chambre de grand-mère. Certes, il craquait bien, dit la corneille. Et hardiment il s'avança vers la princesse, qui était assise sur une perle grande comme une roue de rouet, et toutes les dames de la cour avec leurs servantes et les bonnes de leurs servantes, et tous les cavaliers avec leurs serviteurs et les domestiques de leurs serviteurs, qui eux-mêmes avaient de petits valets, étaient rangés debout autour d'elle. Et plus ils étaient près de la porte, plus leur mine était fière. Le petit valet d'un domestique de serviteur qui va toujours en pantoufles est presque imposant, tant il se tient fièrement à sa porte. Ça doit être affreux, dit la petite Gerda. Et Kay a tout de même eu la princesse? Si je n'avais pas été Corneille, je l'aurais prise, bien que je sois fiancée. Il paraît qu'il a parlé aussi bien que je parle quand je m'exprime dans ma langue. C'est ma fiancée apprivoisée qui me l'a dit. Il était intrépide et gentil. Il n'était pas du tout venu pour demander la main de la princesse, mais seulement pour constater l'intelligence de la princesse qu'il apprécia fort. Et la princesse l'apprécia lui-même à son tour. Oui, pour sûr, c'est Kay, dit Gerda. Il était si intelligent qu'il savait calculer de tête même les fractions. Oh, ne veux-tu pas m'introduire dans le château? Bon, c'est facile à dire, dit la corneille. Mais comment pouvons-nous le faire? J'en parlerai avec ma fiancée apprivoisée. Elle pourra nous donner un conseil. Car je dois te dire que régulièrement on ne permet jamais à une petite fille comme toi d'y entrer. Si, j'entrerai, dit Gerda. Si Kay entend dire que je suis là, il viendra tout de suite me chercher. Attends-moi là, près de l'échalier, dit la corneille, qui tourna la tête et s'envola. Elle ne revint que vers le soir, quand la nuit venait. Cra, cra, dit-elle. Ma fiancée te fait mes meilleurs compliments, et voici un petit pain pour toi. Elle l'a pris dans la cuisine, où il n'en manque pas, et tu as sûrement faim. Il n'est pas possible que tu entres dans le château avec tes pieds sans chaussures. La garde en uniforme argenté et des laquais dorés ne leur permettrait pas. Mais ne pleure pas, tu vas y aller tout de même. Ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui mène à la chambre à coucher, et elle sait où se trouve la clé. Et elles se rendirent au jardin, dans la grande allée où les feuilles tombaient l'une après l'autre. Et lorsque les lumières du château une à une se furent éteintes, la corneille conduisit la petite Gerda à une porte de derrière qui était entrebâillée. Oh, comme le cœur de Gerda battait d'inquiétude et de désir. On aurait dit qu'elle allait commettre une mauvaise action. Et pourtant elle ne voulait que savoir si c'était bien le petit Kay. Oui, ce devait être lui. Elle pensait à ses yeux vifs, à ses longs cheveux. Elle croyait le voir sourire, comme lorsqu'ils étaient assis chez eux sous les roses. Il serait certainement heureux de la voir, d'entendre quel long chemin elle avait parcouru pour lui, de savoir combien tout le monde avait été désolé quand il n'était pas rentré. Oh, elle éprouvait de la crainte et de la joie. Les voilà devant l'escalier. Une petite lampe brûlait sur un buffet. Au milieu du parquet se trouvait la corneille apprivoisée qui tournait la tête de tous les côtés et regardait Gerda. La petite fit la révérence, comme sa grand-mère le lui avait appris. « Mon fiancé m'a parlé de vous en excellents termes, ma petite demoiselle, dit la corneille apprivoisée. Votre curriculum vitae, comme on dit, est d'ailleurs très touchant. Voulez-vous prendre la lampe? Je marcherai devant. Nous irons tout droit, car nous ne rencontrerons personne. » Il me semble qu'on vient derrière nous, dit Gerda. Et le bruissement passa près d'elle. Cela semblait venir d'ombres glissant le long du mur. Chevaux aux crinières flottantes et aux jambes fines, jeunes chasseurs, dames et messieurs montés. « Ce ne sont que les rêves, dit la corneille. Ils viennent suggérer des idées de chasse à nos souverains. C'est tant mieux, car vous pourrez les considérer à votre aise dans leur lit. Mais dites-moi, si vous entrez en faveur, j'espère que vous vous montrerez reconnaissante. » Inutile de parler de ça, dit la corneille des bois. Et elles arrivèrent dans la première salle, tendue de satin rose à fleurs. Les rêves les avaient déjà dépassés. Ils couraient si vite que la petite Gerda ne put voir les augustes personnages. Les salles étaient plus magnifiques les unes que les autres. Il y avait de quoi en être abasourdi. Et ils parvinrent à la chambre à coucher. Le plafond y ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux, et au milieu de la pièce étaient accrochés à une tige d'or 2 lits qui étaient comme des lys. L'un était blanc, la princesse y était couchée, l'autre était rouge,
et c'est dans celui-là que Gerda devait chercher le petit Kay. Elle écarta l'un des pétales rouges et vit un cou brun. « Oh, c'est Kay !» Elle l'appela haut par son nom, tendit la lampe vers lui. Les rêves bruirent de nouveau à cheval dans la chambre. Il se réveilla, tourna la tête et... ce n'était pas le petit Kay. Le prince ne lui ressemblait que par le cou, mais il était jeune et beau. Et du lit en forme de lys blanc, la princesse jeta un coup d'œil et demanda ce qu'il y avait. Alors la petite Gerda pleura et raconta toute son histoire et tout ce que les corneilles avaient fait pour elle. « Pauvre petite !» dirent le prince et la princesse, et ils louèrent les corneilles et dirent qu'ils n'étaient pas du tout fâchés contre elle, mais qu'il ne fallait tout de même pas recommencer. Toutefois, elles auraient une récompense. « Voulez-vous voler librement ?» demanda la princesse, « ou voulez-vous l'emploi de corneilles de cour, avec tous les déchets de la cuisine ?» Et les deux corneilles firent la révérence et demandèrent la charge offerte, car elles pensèrent à leur vieillesse, et dirent qu'il était bon d'avoir quelque chose pour ses vieux jours. Le prince se leva de son lit et y fit coucher Gerda. Il ne pouvait faire plus. Elle joignit ses petites mains et songea que les gens et les animaux sont bons, et elle ferma les yeux et dormit délicieusement. Tous les rêves revinrent en volant. Cette fois, ils avaient l'air d'anges de Dieu, et ils tiraient un petit traîneau où Kay était assis et faisait des signes de tête. Mais ce n'était là qu'une rêverie qui disparut aussitôt qu'elle fut réveillée. Le lendemain, elle fut habillée de soies et de velours des pieds à la tête. On lui offrit de rester au château, où elle aurait des jours heureux. Mais elle ne demanda qu'une petite voiture avec un cheval et une paire de petits souliers pour s'en aller par le vaste monde et trouver Kay. Et elle eut des souliers et un manchon. Elle fut très joliment vêtue, et quand elle fut prête à partir, un carrosse neuf d'or pur attendait à la porte. Les armes du prince et de la princesse y brillaient comme une étoile. Cochers, domestiques et postillons, car il y avait aussi des postillons, portaient des livrées brodées de couronnes d'or. Le prince et la princesse l'amenèrent eux-mêmes à la voiture et lui souhaitèrent bonne chance. La corneille apprivoisée, mariée maintenant, l'accompagna les 3 premières lieues. Elle se mit à côté d'elle, car elle ne pouvait supporter d'aller à reculons. L'autre corneille était à la porte et battait des ailes. Elle devait rester parce qu'elle avait mal à la tête depuis qu'elle avait une charge à la cour et trop à manger. Le carrosse était bourré à l'intérieur de craquelins sucrés et dans la caisse du siège il y avait des fruits et des pains d'épices. « Adieu, adieu !» crièrent le prince et la princesse. La petite Gerda pleura et la corneille pleura. Ainsi furent parcourues les 3 premières lieues. Alors la corneille aussi dit adieu et ce fut une séparation bien pénible. Elle s'envola dans un arbre et battit de ses ailes noires tant qu'elle put voir le carrosse, qui rayonnait comme le soleil. Cinquième histoire. La petite fille de brigand. On roulait à travers la forêt sombre, mais le carrosse luisait comme un flambeau. Cela blessa les yeux des brigands. Ils ne pouvaient tolérer cela. « C'est de l'or, c'est de l'or !» crièrent-ils. Ils se précipitèrent, arrêtèrent les chevaux, massacrèrent les petits jockeys et les domestiques, et tirèrent de la voiture la petite Gerda. « Elle est grasse, elle est gentille, elle est engraissée au pain d'épices, » dit la vieille femme de brigand, qui avait une barbe en broussailles et des sourcils pendant jusque sur ses yeux. « C'est comme un agneau gras, ça sera bon à manger. » Et elle tira son couteau affilé qui brilla terriblement. « Aïe !» dit la femme aussitôt. Elle venait d'être mordue à l'oreille par sa propre fillette qu'elle portait sur son dos, et qui était sauvage et mal élevée à souhait. « Vilaine enfant !» dit la mère, qui n'eut pas le temps de tuer Gerda. « Elle jouera avec moi !» dit la fille de brigand. « Elle me donnera son manchon et sa belle robe, et elle couchera dans mon lit. » Et elle mordit de nouveau, et la femme sauta en l'air et tourna en rond, et tous les brigands se mirent à rire, disant « Regardez comme elle danse avec sa petite !»« Je veux aller dans le carrosse !» dit la fille de brigand. Et ce qu'elle voulait, elle le voulait bien, car elle était tenace et très gâtée. Elle et Gerda prirent place dans la voiture et s'enfoncèrent plus loin dans la forêt, cahotées par les souches et les broussailles. La fille de brigand était aussi grande que Gerda, mais plus forte, plus large d'épaules et brune de peau. Ses yeux étaient tout à fait noirs,
et avait un air presque désolé. Elle prit la petite Gerda par la taille et dit « On ne te tuera pas tant que je ne serai pas fâchée avec toi. Tu es sûrement une princesse, la petite Gerda. » Et elle raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit quai. La fille de brigand la regarda d'un air grave et fit un léger signe de tête et dit « Ils ne te tueront pas, même si je suis fâchée avec toi. Dans ce cas-là, je le ferai bien moi-même. » Et elle essuya les yeux de Gerda et fourra ses 2 mains dans le beau manchon, qui était si doux et si chaud. Le carrosse s'arrêta. Elle était au milieu de la cour d'un château de brigands. Tout lézardés de haut en bas, corbeaux et corneilles s'envolaient de tous les trous, et les 2 grands bulldogs, qui avaient l'air de pouvoir chacun avaler un homme, sautaient par grands bonds, mais n'aboyaient pas car s'étaient défendus. Dans la grande vieille salle enduite de suie, un grand feu était allumé au milieu du dallage. La fumée s'accumulait sous le plafond et devait se chercher elle-même une issue. Une grande marmite de soupe bouillait, et l'on tournait la broche avec des lièvres et des lapins. « Tu vas dormir avec moi cette nuit, près de mes petits animaux, dit la fille de brigand. » Elles eurent à manger et à boire, puis allèrent dans un coin où il y avait de la paille et des couvertures. Au-dessus d'elles, sur des lattes et des barreaux, étaient près de 100 pigeons qui avaient tous l'air de dormir. Mais ils tournèrent légèrement la tête à l'arrivée des fillettes. « Ils sont tous à moi, dit la fille de brigand, et elle en attrapa un des plus proches, le tint par les pattes et le secoua, ce qui le fit battre des ailes. « Embrasse-le » cria-t-elle en le jetant à la figure de Gerda. « Là, ce sont les canailles de la forêt, » continua-t-elle en montrant une quantité de barreaux qui fermaient un trou placé haut dans le mur. « Ce sont les canailles de la forêt, ces 2-là. Ils s'envolent tout de suite et disparaissent si on ne les a pas bien enfermés. Et ici, c'est mon vieux chéri, bé !» Et elle tira par les cornes un renne qui portait au cou un anneau de cuivre poli et qui était attaché. Nous devons bien le tenir, lui aussi, sans quoi il bondit et s'en va. Tous les soirs, je lui caresse le cou avec mon couteau affilé dont il a si peur. Et dans une fente du mur, la fillette tira un long couteau qu'elle fit glisser sur le cou du renne. La pauvre bête ruait et la fille de brigand riait. Puis elle tira Gerda qui tomba sur le lit. « Vas-tu garder le couteau en dormant » demanda Gerda qui regardait cette lame avec crainte. « Je dors toujours avec mon couteau, dit la fille de brigand. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais raconte-moi encore ce que tu disais tout à l'heure du petit quai et pourquoi tu es partie dans le vaste monde. » Et Gerda reprit son récit, et les pigeons de la forêt roucoulaient là-haut, dans leur cage. Les autres dormaient. La fille de brigand passa son bras autour du cou de Gerda, tout en tenant le couteau de l'autre main, et s'endormit. On pouvait l'entendre, mais Gerda ne put fermer les yeux. Elle ne savait si elle allait vivre ou mourir. Les brigands étaient assis autour du feu, ils chantaient et buvaient, et la vieille femme faisait des culbutes. Oh, c'était affreux à voir pour la fillette. Alors les pigeons des bois dirent « Crou, crou, nous avons vu le petit quai. Une poule blanche portait son traîneau. Il était assis dans la voiture de la Reine des Neiges, qui volait bas au-dessus de la forêt, quand nous étions au nid. Elle a soufflé sur nous, autres petits, et tous sont morts, tous sauf 2. Crou, crou. »« Que dites-vous là-haut » demanda Gerda. « Où allait la Reine des Neiges, pouvez-vous le dire ?»« Elle allait sûrement en Laponie, où il y a toujours de la neige et de la glace. Tu n'as qu'à interroger le renne qui est attaché à la corde. »« De la neige et de la glace, dit le renne. C'est agréable et bon, et l'on saute librement dans les grandes vallées blanches. C'est là que la Reine des Neiges a sa tente d'été, mais son château est là-haut, vers le pôle Nord, dans l'île qu'on appelle Spitzberg. »« Oh, quai, petit quai, soupira Gerda. »« Tu vas te tenir tranquille, hein, dit la fille de brigand, sans quoi tu auras mon couteau dans le ventre. » Le matin, Gerda lui raconta tout ce qu'avaient dit les pigeons des bois, et la fille de brigand eut un air grave, mais elle hocha la tête et dit « Ça m'est égal. Sais-tu où est la Laponie » demanda-t-elle au renne. « Qui le saurait mieux que moi » dit l'animal, dont les yeux brillaient. « C'est là que je suis née et j'ai bondi sur les champs de neige. »« Écoute, dit la fille de brigand à Gerda, tu vois que tous nos hommes sont partis, mais la mère est encore ici. Seulement plus tard dans la matinée, elle va boire à la grande bouteille. Après quoi elle fera un petit somme. Alors je ferai quelque chose pour toi. » Elle sauta du lit, se précipita au cou de sa mère, lui tira les moustaches et dit « Bonjour, mon gentil bouc à moi. » Et la mère lui donna dans le nez une chiquenaude qui le rendit rouge et bleu, mais ce n'était qu'une marque d'amour.
Lorsque la mère eut bu à sa bouteille et se fut endormie, la fille de brigand s'approcha du renne et dit « J'aurais bien envie de te chatouiller souvent encore avec le couteau affilé, car tu es alors si amusant. Mais peu importe, je vais te détacher et t'aider à sortir, afin que tu puisses courir en Laponie. Mais s'il faut que tu ailles grand train et que tu me conduises cette petite fille au château de la Reine des Neiges, où est son camarade de jeu. Tu as bien entendu ce qu'elle a raconté, car elle parlait assez haut, et tu écoutes tout. » Le renne bondit de joie. La fille de brigand souleva la petite Gerda et eut la précaution de bien l'attacher, et même de l'asseoir sur un petit coussin. « Ça m'est égal, dit-elle. Tu as des souliers fourrés, car il fera froid. Mais le manchon, je le garde, il est trop joli. Tu n'auras tout de même pas froid. Voilà les grandes moufles de ma mère, elles montent jusqu'au coude. Entre-moi là-dedans. Voilà que par les mains tu ressembles à ma vilaine mère. » Et Gerda versa des larmes de joie. « Je n'aime pas te voir pleurnicher, dit la fille de brigand. Tu devrais être contente maintenant. Et tu as là 2 pains et un jambon. Tu n'auras pas faim. » Le tout fut attaché sur le renne. La fille de brigand ouvrit la porte, attira tous les grands chiens dans la salle, puis coupa la corde avec son couteau et dit au renne « Allons, cours, mais veille bien sur la petite fille. » Et Gerda tendit les mains, avec les grandes moufles, vers la fille de brigand et dit adieu. Et le renne détala par-dessus buissons et souches, à travers la grande forêt, franchit marais et plaines de toutes ses forces. Les loups hurlaient, les corbeaux croassaient, et le ciel parla aussi. Pu, pu. On aurait dit qu'il éternuait rouge. « Ce sont mes vieilles aurores boréales, dit le renne. Vois, quelle lueur !» Et il courut encore plus fort, nuit et jour. Les pains furent mangés, le jambon aussi, et l'on fut en Laponie. 6e histoire. La Laponne et la Finnoise. Ils s'arrêtèrent près d'une petite maison. Elle était bien misérable, avec son toit qui descendait jusqu'à terre, et sa porte si basse que la famille devait ramper sur le ventre quand elle voulait sortir ou rentrer. Il n'y avait là qu'une vieille Laponne qui cuisait du poisson sur une lampe à huile de morue. Et le renne raconta toute l'histoire de Gerda, mais d'abord la sienne, car elle lui paraissait beaucoup plus importante. Et Gerda était tellement engourdie par le froid qu'elle ne pouvait parler. « Ah, pauvre de vous, dit la Laponne, il vous faut bien courir encore bien loin. Vous avez plus de 100 lieues à faire pour aller dans le Finnmark, car c'est là que la Reine des Neiges a sa maison de campagne, et que les aurores boréales s'allument tous les soirs. J'écrirai quelques mots sur de la morue séchée. Je n'ai pas de papier. Je vous donnerai ça pour la Finnoise là-haut, elle pourra vous renseigner mieux que moi. » Et lorsque Gerda se fut réchauffée et qu'elle eut bu et mangé, la Laponne écrivit quelques mots sur de la morue séchée, recommanda à Gerda d'en prendre bien soin, et l'attacha solidement sur le renne, qui partit d'un bond. Pu, pu. En haut dans l'air jaillirent de délicieuses aurores boréales bleues. Et l'on arriva au Finnmark, et l'on frappa à la cheminée de la Finnoise, car elle n'avait même pas de porte. La chaleur était telle chez la Finnoise qu'elle-même était presque toute nue. Elle était petite et très sale. Elle déshabilla tout de suite la petite Gerda, lui ôta ses moufles et ses souliers, car elle aurait eu trop chaud. Elle mit un morceau de glace sur la tête du renne, puis elle lut ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle le lut 3 fois, si bien qu'elle le sut par cœur. Après quoi elle jeta la morue dans la marmite, car ça se mange. Jamais elle ne laisserait rien se perdre. Alors le renne raconta d'abord son histoire, puis celle de la petite Gerda, et la Finnoise cligna de ses yeux intelligents, mais ne dit rien. « Tu es habile, dit le renne. Je sais que tu peux attacher tous les vents du monde avec un fil. Si le capitaine de navire défait un nœud, il a bon vent. S'il en défait un second, la brise est forte, et s'il défait le 3e et le 4e, il a une tempête à renverser des forêts. Ne veux-tu pas donner à la petite fille une boisson qui lui donnera la force de 20 hommes et lui permettra de l'emporter sur la Reine des Neiges ?» « La force de 20 hommes, dit la Finnoise. Oui, ça suffira bien. » Elle alla prendre sur une tablette une grande peau roulée qu'elle déroula. Des lettres bizarres étaient écrites dessus. La femme lut, et des gouttes perlèrent sur son front. Et le renne l'implora de nouveau pour la petite Gerda, et Gerda regarda la Finnoise avec des yeux si suppliants que la femme cligna encore des siens, et entraîna le renne dans un coin où, tout en lui mettant un nouveau morceau de glace sur la tête, elle lui dit à voix basse «
Le petit Kay est en effet chez la Reine des Neiges. Et y trouve tout à son goût et à son idée. Il croit qu'il est dans la meilleure partie du monde. Mais cela vient de ce qu'il a reçu un éclat de verre dans le cœur et une poussière de verre dans l'œil. Il faut qu'il en soit d'abord débarrassé, sans quoi il ne deviendra jamais un homme, et la Reine des Neiges conservera son pouvoir sur lui. Mais ne peux-tu pas donner à la petite Gerda quelque mixture avec quoi elle pourrait avoir prise sur tout cela? Je ne peux pas lui procurer un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. Ne vois-tu pas comme il est grand? Ne vois-tu pas comme les gens et les animaux doivent la servir? Comment, les pieds nus, elle a si bien fait son chemin? Il ne faut pas qu'elle accroisse par nous son pouvoir, qui réside dans son cœur. Il consiste en ce qu'elle est une douce enfant innocente. Si elle ne peut pas elle-même parvenir à la Reine des Neiges et extirper le ver du petit Kay, nous n'y pouvons rien. À 2 lieues d'ici commence le jardin de la Reine des Neiges. Tu peux y porter la fillette. Dépose-la près du grand buisson qui est là dans la neige avec ses baies rouges. Ne perds pas ton temps à bavarder et dépêche-toi de revenir. Et la Finnoise prit la petite Gerda pour la mettre sur le renne, qui courut de toutes ses forces. Oh, je n'ai pas mes souliers, je n'ai pas mes moufles, cria la petite Gerda. Elle venait de s'en apercevoir au froid cuisant, mais le renne n'osait pas s'arrêter. Il courut jusqu'à ce qu'il fût arrivé au grand buisson à baies rouges. Là, il déposa Gerda, lui donna un baiser sur la bouche, et de grosses larmes coururent sur les joues de l'animal. Puis il courut le plus vite qu'il put pour s'en retourner. La pauvre Gerda resta sans souliers ni gants en plein Finnmark, terrible et glacial. Elle courut en avant tant qu'elle put, alors s'avança un vrai régiment de gros flocons de neige. Mais ils ne tombaient pas du ciel, qui était très clair et où brillait une aurore boréale. Les flocons couraient à ras de terre, et plus ils approchaient, plus ils grossissaient. Gerda se rappelait combien ils lui avaient paru gros et parfaits lorsqu'elle les avait regardés dans la loupe. Mais ils étaient ici autrement grands et terribles, ils étaient vivants, ils étaient les avant-postes de la Reine des Neiges, ils prenaient les formes les plus étranges. Les uns avaient l'air de grands hérissons affreux, d'autres semblaient des paquets de serpents qui avançaient leur tête, et d'autres étaient comme des petits ours rebondis, aux poils brillants. Tous étaient d'une blancheur éclatante, tous étaient flocons de neige vivants. Alors la petite Gerda dit son autre père, et le froid était si intense qu'elle pouvait voir sa propre haleine qui lui sortait de la bouche à l'état d'épaisse fumée. Cette haleine devint de plus en plus dense et devint des petits anges lumineux qui grandirent à mesure qu'ils touchèrent terre. Et tous avaient casque sur la tête, écus et lances dans les mains. Leur nombre allait croissant, et lorsque Gerda eut achevé son autre père, ils furent toute une légion autour d'elle. De leurs lances ils percèrent les horribles flocons, qui éclatèrent en 100 morceaux, et la petite Gerda s'avança d'un pas sûr et intrépide. Les anges lui tapotèrent les pieds et les mains. Elle sentit moins combien il faisait froid, et elle se dirigea rapidement vers le château. Mais nous devons d'abord voir où en est Kay. Il ne pensait guère à la petite Gerda, et encore moins se doutait-il qu'elle fût devant le château. 7e histoire. Ce qui avait eu lieu au château de la Reine des Neiges et ce qui eut lieu ensuite. Les murs du château étaient faits de poussière de neige, et les fenêtres et les portes de vent aigre. Il y avait plus de 100 salles formées par les tourbillons de la neige. La plus grande avait des lieues de lion. Toutes étaient illuminées d'aurores boréales. Elles étaient grandes, vides, glaciales et lumineuses. Jamais aucun plaisir ici, pas même le moindre bal d'ours, où la tempête aurait pu souffler, et les ours blancs marchaient sur leurs pattes de derrière et montraient des manières distinguées. Jamais la moindre réunion de jeu où l'on se dispute et bat des mains. Jamais la moindre séance de bavardage autour du café de ces demoiselles les renardes blanches. Les salles de la Reine des Neiges étaient vides, grandes et froides. Les aurores boréales y luisaient si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où leur lumière était la plus vive et celui où elle était le moins. Au centre de l'immense salle de neige nue était un lac gelé. La glace était brisée en 1000 morceaux, mais chaque morceau c'était tout pareil aux autres. C'était une vraie merveille. Et au milieu du lac siégeait la Reine des Neiges, quand elle était chez elle. Et elle disait qu'elle trônait sur le miroir de la raison, qui était unique et le meilleur de ce monde. Le petit Kay était tout bleu de froid, presque noir, mais il ne s'en apercevait pas,
car le baiser de la Reine des Neiges lui avait enlevé le frisson du froid, et son cœur était, autant dire, un bloc de glace. Il circulait et prenait des morceaux de glace, plats et coupants, qu'il disposait de toutes les manières, car il voulait arriver à un résultat. C'était comme lorsque nous avons de petites plaques de bois découpées dont nous formons des figures que l'on appelle jeux chinois. Quai aussi formait des figures, et très compliquées. C'était le jeu de glace de la raison. À ses yeux, ces figures étaient remarquables et de la plus haute importance. L'éclat de verre qu'il avait dans l'œil en était cause. Il composait des figures qui étaient un mot écrit, mais jamais il ne parvenait à tracer le mot que précisément il voulait. Le mot éternité, et la Reine des Neiges lui avait dit « Si tu peux me le composer, tu seras ton propre maître, et je te donnerai le monde entier et une paire de patins neuves. » Mais il ne le pouvait pas. « Je vais m'envoler vers les pays chauds, dit la Reine des Neiges. Je veux jeter un coup d'œil dans les marmites noires. » Elle parlait des montagnes qui crachent du feu, qu'on appelle l'Etna et le Vésuve. « Je vais les blanchir un peu. Ça fait partie du voyage. Cela fera bien sur les citronniers et les vignes. » Et la Reine des Neiges s'envola, et Kay resta tout seul dans la salle de glace vide, longue de nombreux lieues. Il regardait ces morceaux de glace, il réfléchissait profondément à en éclater, il demeurait immobile et raide. On aurait cru qu'il était mort de froid. Ce fut alors que la petite Gerda entra dans le château par la grande porte, qui était devant Zègre. Mais Gerda récita sa prière du soir. Les vents tombèrent comme s'ils voulaient dormir, et elle pénétra dans les grandes salles vides. Et elle aperçut Kay, le reconnut, lui sauta au cou, le tint serré dans ses bras et cria « Kay, mon gentil petit Kay, je t'ai donc retrouvé ?» Mais lui resta immobile, raide et froid. Et Gerda pleura de chaudes larmes. Elles tombèrent sur la poitrine du garçon, parvinrent à son cœur, y firent fondre le bloc de glace, entraînèrent l'éclat de verre qui s'était logé là. Kay la regarda et elle chanta le psaume. Les roses poussent aux vallées où l'enfant Jésus vient te causer. Dans les vallées poussent les roses, l'enfant Jésus y vient tes causes. Alors Kay versa aussi des larmes. Il en versa tellement que la poussière de verre coula de ses yeux. Il reconnut Gerda et déborda de joie. « Gerda, gentille petite Gerda, où donc as-tu été depuis si longtemps? Et où ai-je été ?» Et il regarda autour de lui. « Comme il fait froid ici, comme c'est grand et vide !» Et il se tint serré contre Gerda, et elle riait et pleurait de joie. Leur bonheur était si parfait que même les morceaux de glace se mirent à danser de joie autour d'eux. Et lorsqu'ils furent fatigués et s'arrêtèrent, ils formèrent précisément le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kay de composer. Il était donc son propre maître, et elle devait lui donner le monde entier et une paire de patins neufs. Et Gerda lui baisa les joues, qui devinrent roses. Elle lui baisa les yeux, qui brillèrent comme les siens. Elle baisa ses mains et ses pieds, et il fut alerte et fort. La Reine des Neiges pouvait bien rentrer chez elle. Il avait sa lettre de franchise écrite en brillants morceaux de glace. Et tous deux se donnèrent la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de la grand-mère et des rosiers qui poussaient sur le toit. Et sur leur parcours, les vents ne soufflaient pas du tout et le soleil se montrait. Et lorsqu'ils parvinrent au buisson à baies rouges, le renne était là qui les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle dont le pied était plein. Elle donna son lait chaud aux deux enfants et les baisa sur la bouche. Et les reines portèrent Kay et Gerda d'abord chez la Finnoise, où ils se réchauffèrent dans la cabane et furent renseignés sur le chemin du retour, puis chez la Laponne qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau. Les deux reines bondissaient à leur côté et les accompagnèrent jusqu'à la limite du pays, à l'endroit où perçaient les premiers bourgeons verts. Là, ils prirent congé des reines et de la Laponne. « Adieu !» dirent-ils tous. Les premiers petits oiseaux gazouillaient, la forêt commençait à verdir, et Gerda en vit sortir un magnifique cheval qu'elle connaissait, car il avait été attelé au carrosse d'or, et il était monté par une jeune fille coiffée d'un bonnet rouge éclatant, qui avait des pistolets devant elle. C'était la fille de brigand. Elle en avait eu assez d'être chez elle, et voulait voyager d'abord dans le nord, et ensuite ailleurs si le nord ne lui plaisait pas. Elle reconnut tout de suite Gerda, et Gerda la reconnut. Ce fut une joie. « Tu es drôle à trottiner comme ça, dit la fille de brigand à Kay. Je me demande si tu mérites que l'on court au bout du monde pour toi.
Gerda lui tapota la joue et la questionna sur le prince et la princesse. Ils sont partis à l'étranger, dit la fille de brigand. Et la corneille demanda la petite Gerda. La corneille est morte. La fiancée apprivoisée est veuve et porte à la patte un bout de ruban de laine noire. Elle geint lamentablement. Et tout ça, c'est des bêtises. Mais raconte-moi maintenant ton histoire et comment tu l'as retrouvée. Et Gerda et Kay racontèrent tous les deux. Et voilà l'histoire finie, dit la fille de brigand. Elle leur serra la main à tous deux et promit que si elle passait un jour par leur ville, elle monterait leur faire une visite. Puis elle s'en fut à cheval dans le vaste monde, et Kay et Gerda marchèrent la main dans la main, et ils avançaient dans un délicieux printemps verdoyant et fleuri. Les cloches des églises sonnaient, et ils reconnurent les hautes tours, la grande ville, c'était la ville qu'ils habitaient. Ils y entrèrent, arrivèrent à la porte de la grand-mère, montèrent l'escalier, ouvrirent la chambre, où tout se trouvait à la même place qu'auparavant, et la pendule disait « tic, tic », et l'aiguille tournait. Mais au moment où ils franchirent la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus grandes personnes. Les rosiers placés sur le chenot fleurissaient dans la fenêtre ouverte, et il y avait là 2 petits sièges d'enfants. Et Kay et Gerda s'assirent chacun sur le sien en se tenant par la main. Ils avaient oublié comme un rêve pénible la froide et vide splendeur du château de la Reine des Neiges. La grand-mère était assise à la lumière du soleil de Dieu et lisait à haute voix dans la Bible. « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et Kay et Gerda se regardèrent dans les yeux et comprirent soudain le vieux psaume. « Dans les vallées poussent les roses, l'enfant Jésus y vient et cause. » Ils étaient assis là, tous deux, grandes personnes, et tous deux même enfants, enfants par le cœur, et c'était l'été chaud et béni. Fin de la lecture du conte La Reine des Neiges. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.